les gens. Imaginez si moi, je dis ça, comment je vais me faire traiter, quoi. Mais en fait, elle l'a dit avec tellement de force. Elle a regardé les gens qui étaient au premier rang. Elle a dit, quand est-ce qu'on va s'y mettre, hein? C'est vraiment une honte d'avoir autant de saleté, de manque d'hygiène chez nous. J'étais content qu'elle aborde ces thèmes. Parce que moi, j'ai souvent senti ça en allant en Afrique, quoi. Et de voir cette prise de conscience, ça m'a frappé. Donc ça, c'est la dame qui est là. C'est une artiste nigériane assez connue. Je l'avais déjà vue à Londres. Elle s'appelle Patty Boulet. C'est une femme qui a décidé de jouer à fond la carte occidentale. Au départ, elle a été victime du racisme à Londres et elle a fait une belle carrière. On l'avait vue au Festival international de Londres il y a 3 ans. Et elle était tellement contente de se produire pour la première fois au Nigeria. Elle est assez connue dans son pays, mais les Nigérians n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre. Donc elle est revenue et elle a pu chanter pour notre réunion. Là, je suis avec Monseigneur Milingo. Donc c'est un archevêque qui s'est marié. Et j'ai lu son livre il y a quelques années. Alors lui, il raconte que effectivement, c'est pas évident à 70 ans de se marier. Sa femme est coréenne. Et dans son livre, une chose que j'ai retenue, c'était un peu un rapport avec ce que disait Guillaume tout à l'heure, il dit, voilà, moi, avant mon mariage, je connaissais tellement bien l'amour des parents, l'amour des frères et sœurs. Mais finalement, j'ai découvert que mon cœur était celui d'un petit garçon, parce que je n'avais jamais aimé de femme. Il a dit, c'est là que j'ai découvert mon immaturité, quoi, que je n'étais pas vraiment un homme. Et ça m'avait tellement frappé quand j'ai lu son livre. Il a dit que c'était un défi énorme d'avoir accepté de faire ce nouveau pas dans sa vie. Il a dit finalement, les gens pensent que pour un archevêque, se marier c'est un problème religieux ou ecclésiastique. Il dit c'est surtout un problème affectif, quoi. Il dit finalement à travers le mariage, j'ai découvert un tout autre aspect de la vie affective et j'ai vu combien c'était épanouissant, quoi. Ça, c'est David Fraser Harris. Sa fille était l'année dernière dans le programme STF en France, le programme que Guillaume a suivi. Donc lui, il vit en Syrie actuellement. On lui a posé des questions sur la situation dans ce pays. Il n'a pas envie de quitter le pays. Il a expliqué que d'après lui, les médias semblent montrer que voilà, le gouvernement c'est tous des méchants, la foule c'est tous des gentils. Il faut faire très attention parce qu'en réalité, il y a de nombreuses raisons très valables de contester le régime, ça il n'y a pas de doute, mais il se méfie énormément de ce que feraient les gens si le régime était renversé, quoi. Il a dit en fait, beaucoup de ces personnes n'ont aucun programme. Il dit, ce qui est compréhensible, c'est que certains ont tellement de colère et de ressentiment parce que le régime leur a fait tellement de mal. Et il dit, je sais bien que ces gens-là n'ont qu'une seule envie une fois au pouvoir, c'est de se venger, quoi. Ça, c'est inévitable. Il dit, c'est vraiment triste d'en arriver là, quoi. Mais pour lui, il ne faut pas s'attendre forcément si le régime tombe à ce que ça soit forcément bien tout de suite en Syrie, quoi. Alors ça, c'était la réunion principale dans le centre de conférence d'Abuja. Il y avait 3000 personnes. Et le révérend Moon, notre fondateur, a parlé pendant 5 heures. Hein. Et ensuite, il est... Ouais. Alors, je pense que beaucoup d'Africains étaient vraiment étonnés de voir ce monsieur qui a 91 ans, qui arrive et qui parle debout devant ce podium. En Afrique, quand même, les gens respectent énormément le vieux, quoi, le papa. Et même si c'était très long, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment fascinées de l'entendre. Et ensuite, il est resté parler avec d'autres personnes jusqu'à 3 heures du matin. Et le lendemain, enfin, il a dormi juste 1 heure. Et après, de nouveau, de 5 heures à midi, quoi. Ouais. De 5 heures du matin jusqu'à midi. Donc, c'est quelqu'un qui nous enseigne l'art des relations. Pour lui, il n'y a pas 1 minute à perdre. Il a dit qu'il sentait que le Nigeria est un pays plein d'opportunités, qui a d'énormes atouts, quoi. En même temps, il voit tous les dangers, le gâchis qu'il y a dans ce pays. Et il ne peut pas faire une petite visite comme ça, toute simple. Il doit vraiment exprimer son cœur, sa passion. Au début, c'est pas facile de comprendre. Beaucoup de gens étaient totalement décontenancés. Ils se disaient, mais
finalement, ce monsieur, il vient d'une autre planète, quoi. Mais quand on rentre dans ce rythme, beaucoup de gens se disent, mais il a un sentiment d'urgence que nous, on devrait avoir. C'est notre pays, quoi. Et lui, il vient, il se donne entièrement pour un pays qu'il ne connaît pas, il n'a plus que ça en tête. Mais c'est difficile de voir ça a priori. Au début, vous pouvez avoir des préjugés, vous dites, mais il est fou, il est mégalo, quoi. Pour qui il se prend à retenir les gens comme ça, hein. Mais il exprime une telle fougue, une telle passion, et au départ, quand il parle, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Ça paraît tellement énorme, etc., si peu en rapport avec les problèmes du continent africain. Et puis plus tard, quand on réfléchit, on se dit qu'en fait, il est en plein dans le sujet, mais peut-être, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, il parle sous un plan très très vertical, en fait. Il n'aborde pas les problèmes d'une façon politique ou économique, il parle vraiment d'un point de vue très très spirituel, qui peut sembler totalement en dehors des préoccupations des gens. Mais si on réfléchit, en fait, il va, à mon avis, au cœur du sujet. Alors finalement, à ma grande surprise, je suis revenu de cette soirée, et je pensais en avoir fini à 22 heures. Je disais, maintenant je vais me coucher. Eh ben non. Finalement, j'arrive, et sur la porte de ma chambre d'hôtel, le mari de la dame que j'avais contactée dans l'avion, il m'a laissé un mot, quoi. Il m'a dit, je suis venu à la réunion, j'ai écouté le révérend Moon, et je vous attends. Et finalement, ce monsieur, il m'a attendu pendant 3h30. Ah, c'était incroyable. Et donc, il avait laissé son téléphone portable. Et comme il était 22h30, je me suis dit, moi, je ne connais pas les coutumes nigérianes, c'est peut-être pas poli de l'appeler sur son portable, donc je vais l'appeler demain, quoi. Et puis soudain, le téléphone sonne, et là, j'ai senti que c'était lui, quoi. Et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai senti une joie incroyable. J'ai dit, oh, c'est vraiment, je suis excité de le voir. Alors, il vit dans ma chambre, et puis je l'ai vraiment serré très fort dans mes bras. Puis je sais pas, on a pleuré ensemble, c'était incroyable. Et il m'a dit, ma femme, dès qu'elle est rentrée à la maison, elle m'a pas arrêté de me parler de votre conversation. Je dis, ah bon? Je dis, mais vous auriez dû être jaloux alors. Il dit, non, pas du tout. Et puis, vraiment, dans ma chambre, il sautillait, quoi. Il était tellement joyeux, c'était comme un petit garçon, quoi. Et plein d'énergie. Alors, on descend. Et puis soudain, il y a sa femme qui l'appelle sur son téléphone. Et puis au téléphone, il dit « Oh, my wife !» Vraiment avec tellement de cœur, quoi. Et vous voyez, il est tellement souriant, donc je l'ai pris en photo, quoi. Et donc, il m'a invité le lendemain soir. Hein. Je passe un petit peu sur ces photos. Voilà, ça c'était ma dernière soirée donc à Abuja, hein. Donc ici, on voit Wilfried et son épouse à sa droite, moi-même. Et à l'extrême droite, c'est son oncle qui est professeur de littérature française. Donc lui, il parle remarquablement français, avec son fils là, qui est au premier plan, qui est photographe, quoi. Et pour moi, c'était vraiment, comment dire, le clou de mon séjour là-bas, quoi. J'ai vraiment senti que c'était ça que Dieu avait préparé pour moi, en fait. Parce que je me sentais tellement bien avec ces gens, quoi. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais je pense que c'est des moments qui vont rester longtemps gravés en moi. Et c'est curieux parce que tout commence par une conversation avec une étrangère dans un avion, quoi. C'est tellement artificiel. Ça n'a pas de sens de faire ça. Pourquoi s'occuper des gens comme ça dans un avion? Ça mène à quoi? Mais finalement, ce qui paraît si artificiel au départ, ça amène quelque chose de vraiment naturel, quoi. Et quand on était ensemble, on se sentait vraiment mais bien, quoi. On était scotchés les uns aux autres, quoi. Et bon, comme dit Guillaume, je suis sûr que si on vivait ensemble, ça serait pas forcément la lune de miel tous les jours, hein. Mais le début, c'est la lune de miel, en tout cas. Alors ça, c'était au départ d'Abuja. Donc il y avait l'ancien Premier ministre du Togo, là à gauche. Dans le fond, on voit le frère de l'actuel président de Centrafrique. Et tout au fond, là, mais on ne voit pas bien. En fait. Et puis le monsieur qui est au premier plan, là, malheureusement, les photos ne sont pas dans net, c'est un professeur de droit camerounais. Alors dans l'avion du retour, c'était pareil. J'étais coincé entre deux Nigérians. Et
là, j'ai essayé autre chose. J'étais au milieu et je les ai amenés à causer entre eux, quoi. Finalement, j'étais un peu l'arbitre de leur débat. Ils étaient d'accord sur rien. C'était comme une émission de télévision, quoi. Moi, j'étais l'arbitre. Mais finalement, parce que j'étais au milieu, ils étaient obligés de se mettre d'accord poliment. Mais parfois, c'était assez tendu, quoi. Ils étaient venus Non, non, non. Et en fait, il y en a un qui est directeur d'une chaîne d'hôtels assez importante, donc c'est un bon contact aussi, quoi. Voilà mes impressions. Peut-être que c'est la parole à Jacques. Je ne sais pas trop quoi dire maintenant. Tu as dit tellement de choses. Bon, pour moi, c'était, après 14 ans d'absence, mon retour en Afrique. Et j'étais très, très heureux de l'Afrique. C'est vrai que j'avais été au Nigeria auparavant. Le Nigeria est un pays qui est impressionnant par sa vivacité, par son énergie, et les Nigérians ils ont une puissance de travail, d'entreprise. Il y a beaucoup de Nigérians qui sont des millionnaires, peut-être même des milliardaires, je ne sais pas. Donc ils sont très entreprenants. Et donc c'est un pays qui est très vif. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de... bon, on avait des problèmes techniques. Je pense qu'Abuja, on était vraiment dans les... On a eu des problèmes assez techniques un peu qui nous ont bloqués. Mais derrière tout cela, par exemple, dans la grande conférence dont tu as parlé, qui a duré 7 heures, on avait des traductions qui ne marchaient pas, on avait mais comme l'atmosphère, pour ceux qui restaient et ceux qui finalement restaient jusqu'au bout, il y avait toute une atmosphère incroyable, les gens s'imprégnaient de l'atmosphère et puis finalement gagnaient quelque chose au niveau du cœur, au niveau d'une certaine vision pour l'Afrique, un certain espoir pour l'Afrique. Bien sûr que notre fondateur aussi transmettait à travers ses paroles. Et puis, nous avions amené de la Russie, parce que moi je travaille centré sur Moscou actuellement, nous avions amené donc des représentants de la Russie, de la Mongolie et de la Chine. Enfin, un Chinois en réalité, parce que c'était très difficile d'avoir des visas. Et finalement, on a réussi à avoir un Chinois avec sa traductrice, et puis un Mongolien avec aussi un aide, et puis nous avions 6 professeurs de Moscou. Et pour eux, c'était la plupart d'entre eux, je crois tous, c'était la première fois en Afrique. Donc c'était vraiment une grande première pour eux. Malheureusement, le fait qu'on était assez bloqué par les problèmes de sécurité fait qu'on ne pouvait pas aller librement sur le marché africain. Vous savez, en Afrique, quand même, c'est aller sur les marchés. C'est ça qui est là où on sent vraiment l'Afrique réelle. Mais là, on n'a pas pu le faire. Parce que même quand on faisait le sightseeing, enfin le tourisme, on avait des soldats avec des fusils dans le bus avec nous pour nous protéger, quoi. Donc c'était un peu trop intense. Mais quand même, à travers toutes ces difficultés, derrière toutes ces difficultés techniques, extérieures, je crois que les gens ont senti le cœur de l'Afrique. Il y a quelque chose qui est spécial en Afrique, qui fait que on arrive, comme Laurent l'a fait avec ces gens-là, on arrive à créer des liens, et puis finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Enfin voilà, pour moi, c'était... Bon, notre fondateur a beaucoup parlé. Comme moi, j'ai vécu en Afrique aussi plusieurs années. J'étais au Zaïre à l'époque pendant en tout 9 ans pratiquement. J'étais en Afrique du Sud. Donc j'étais très intéressé de sentir que l'Afrique est en train de bouger. Et puis il disait de son point de vue que si le Nigeria si le Nigeria se développe, si le Nigeria arrive à surmonter ses problèmes et aller de l'avant, il sent que c'est toute l'Afrique entière qui est en train vraiment de s'élever. Et moi je le sens aussi. Je sentais que c'était comme un peu un temps pour l'Afrique, de développer, d'aller plus loin maintenant. Bon, on le voit bien avec des Africains, ou avec même Obama, ou avec Kofi Annan, etc. Enfin, on voit bien que les Africains maintenant arrivent au sommet, et puis bon, voilà, c'est un temps pour l'Afrique. Voilà, bon, c'est tout ce que je veux dire, je ne veux pas dire plus. Merci.